Bonjour à tous, chers parents. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce premier webinaire de la série autour de l'orientation organisée par l'Appel national. Dans la lignée du projet du mouvement, ce temps de présentation vous est proposé pour vous accompagner dans votre rôle de parent, premier éducateur de vos enfants, en ayant soin de respecter votre liberté et votre intimité. Aujourd'hui, ce webinaire est consacré à l'orientation post-bac. Ce moment marque une étape importante dans le parcours de votre enfant, celui du choix de son avenir professionnel. Le choix d'un cursus post-bac est une étape importante et nous comprenons que vous puissiez avoir des questions. Vous vous demandez peut-être quelle formation choisir ou encore quels sont tous ces termes qui gravitent autour des études post-bac. Autant de questions légitimes auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble au cours de cette session. Ce webinaire est l'occasion pour vous de poser toutes vos questions à Monsieur Petit, que je remercie d'être présent ce soir, délégué général du réseau national de l'enseignement supérieur privé. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder ensemble l'ensemble du paysage de l'enseignement supérieur. Nous ferons un tour d'horizon des différents types de formations. Vos questions seront nombreuses, un chat est ouvert à cet effet et nous essaierons de répondre à un maximum de questions. Un replay de la soirée sera disponible, vous pourrez le retrouver sur le site internet de l'appel. Nous vous souhaitons à tous une excellente participation. Merci Benoît. Alors, quand nous étions étudiants, quand nous étions plutôt lycéens, on parlait de licence, de maîtrise, et je crois savoir que les choses ont un petit peu évolué depuis. Du coup, Monsieur Petit, pourriez-vous un petit peu nous aider à y voir un petit peu plus clair dans cette nouvelle nomenclature? Bonjour à tous, donc Jean-Marc Petit. Alors en effet, notre système d'enseignement supérieur a beaucoup évolué, il s'est densifié, il offre beaucoup plus d'opportunités qu'auparavant. Toutefois, ce système est en même temps très complexe. Et on parle tellement complexe qu'on parle parfois de délit d'initié pour certains. Alors, je me propose aujourd'hui de vous présenter l'architecture globale de notre système dans ses dynamiques, mais aussi avec toutes ces passerelles, parce que eh bien, tout ne se jouera pas demain sur Parcoursup. Il y a beaucoup de voies qui vont être possibles, vous le verrez, beaucoup de repassages d'un système vers un autre, mais en même temps, tant qu'à faire, il vaut mieux à chaque niveau faire les choix les plus opportuns. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous donner quelques repères, parce que lorsque vous serez sur Parcoursup, ben, finalement, les repères que je vous aurai proposés pourront vous aider dans votre façon de choisir votre formation, mais enfin vos enfants plutôt, de choisir leur formation, euh, et aussi éventuellement les organismes qui les proposent, parce que il peut y avoir aussi quelque chose trappe que je préfère, dont je préfère vous prévenir par avance. Donc, voyons tout d'abord un peu comment fonctionne notre système d'enseignement supérieur. Donc, je vais lancer le diaporama. Voilà. Ouais, ça arrive. J'ai un petit souci parce que je vais le mettre en diaporama. Voilà. Donc, aujourd'hui, vos enfants sont au bac, sont en terminale ou en amont de cette terminale. Alors, c'est jamais mauvais de comprendre le système qui va se produire en terminale, même si on est déjà en seconde, voire au collège. Mais je pense surtout à la seconde, notamment pour les choix de spécialité, parce que c'est pas forcément neutre et on voit un peu trop de jeunes qui, en terminale, se retrouvent un peu bloqués dans leur choix parce qu'ils ont commis des imprudences, on dira, en matière de spécialité. Alors, tout d'abord, notre système d'enseignement supérieur se situe dans un double cadre. À droite, vous avez un cadre qui représente le cadre du marché du travail, du ministère du Travail, qui vous donne des niveaux de qualification reconnus par le monde du travail. Niveau 4, 5, 6, 7. Actuellement, vos enfants sont dans un niveau 4. Et puis, vous avez sur votre gauche euh, la reconnaissance académique dans le système
avec ce qu'on appelle des ECTS. ECTS, ça veut dire European Credit Transfer System. En fait, c'est un système de crédit transférable. C'est ce qui permet de passer d'une université à une autre ou d'un établissement enseignement supérieur à un autre en continuité d'études, et notamment dans l'espace européen d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que je peux commencer une licence en France et la poursuivre dans un autre pays de l'espace européen d'enseignement supérieur, c'est-à-dire un espace qui dépasse l'Union européenne. Hein. Par exemple, le Royaume-Uni est toujours dans l'espace européen d'enseignement supérieur. Il y a donc une reconnaissance mutuelle des diplômes au travers des crédits. En gros, il y a 30 crédits par semestre et 2 semestres par an, si bien qu'un bac plus 2, c'est 120 ECTS, un bac plus 3, 180 ECTS, et un bac plus 5, 300 ECTS. Et c'est de la monnaie, finalement, qui va permettre d'aller d'un système à l'autre. Alors, ça n'oblige pas une structure à vous accueillir, mais ça lui donne une légitimité pour vous accueillir. Alors, on est pour l'instant au niveau du bac, sortie de bac, pour entrer dans le supérieur. Premier niveau, le modèle le plus classique, la plus grosse part d'ailleurs des vœux et des destinations dans l'enseignement supérieur, c'est la licence 1. Première année de licence. On peut choisir aussi une première année de BUT. BUT, ça veut dire Bachelor universitaire de technologie. C'est le nouveau diplôme en 3 ans des IUT. Le BTS, qui est généralement proposé par des lycées, mais pas que. Des CPGE. Alors, CPGE, c'est ce qu'on appelle les classes prépa, classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, vous avez des CPGE dans différents domaines, hein, dans le domaine évidemment économique et commercial, les ECG. Vous avez pas mal de séries dites scientifiques, menant plutôt aux écoles d'ingénieurs. Les prépas à caractère biologique pour aller vers des études de chimie dans des grandes écoles de chimie ou, et souvent c'est ça qui est visé dans la fameuse série BCPST, les écoles de vétérinaire. Bon, sachant que maintenant, il y a 2 façons d'aller en école de vétérinaire, soit via une classe prépa, soit directement en post-bac. Vous avez pas mal d'écoles dites post-bac, c'est-à-dire des écoles qui vont vous recruter directement à la sortie du bac, généralement pour un parcours de 5 ans. Par exemple, l'IESEG en école de management, l'ESCA sont des écoles en 5 ans, alors que l'EDEC, par exemple, sera une école post-classe prépa. Et puis, vous avez bien sûr toutes les écoles dites spécialisées, notamment celles qu'on va trouver dans le domaine paramédical, donc les IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers, pour lesquels, je vous rappelle, il n'y a plus de concours pour entrer, mais une étude des dossiers, orthophonie, orthodontie, enfin, etc., etc. Toutes les orthoprothésistes, différentes études. Alors, voilà, ça c'est le premier niveau de paysage qu'on a quand on veut entrer dans l'enseignement supérieur, premier type de choix. Alors évidemment, si on part de la licence, il y a une logique d'aller sur un parcours à minima de 3 ans. Ces licences peuvent être préparées dans des universités publiques ou dans ce qu'on appelle des instituts catholiques qui préparent à ces diplômes de licence par convention avec des universités. Alors, les licences générales sont peu qualifiantes. Et quand on choisit le parcours licence, en réalité, il faut se préparer clairement à monter jusqu'au master. Parce que c'est à partir du master qu'il y aura une véritable reconnaissance des qualifications sur le marché du travail. Donc, en clair, si aujourd'hui un jeune choisit licence 1 dans un domaine donné, il faut qu'il se prépare à 5 ans d'études s'il veut espérer entrer de façon satisfaisante sur le marché du travail. D'une manière générale, les masters s'insèrent bien sur le marché du travail. Alors,
la plupart des candidats de master vont s'arrêter au master parce que voilà, ça correspond bien aux attentes du marché du travail. Mais une partie va souhaiter continuer, notamment dans les doctorats, parce que leur but, c'est de s'engager dans des activités de recherche et ou d'enseignement dans l'enseignement supérieur. Or, dans l'enseignement supérieur, bien sûr, on recrute ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs et des gens donc qui, à partir d'un doctorat, vont passer un certain nombre de qualifications pour devenir enseignant dans l'enseignement supérieur. En revanche, si on veut être master, on veut être enseignant dans le secondaire ou dans le primaire, évidemment, c'est le parcours de master qui va être déterminant avec des concours qui se situent à certains endroits de la licence ou du master. Bon, c'est un peu fluctuant en ce moment. Ça, c'est le schéma, je dirais, de départ, la matrice de tous les schémas, finalement. 3, 5, 8. Vous voyez, à chaque fois, il y a des ECTS. Et puis, vous avez un schéma autre qui, généralement, est relié à l'université, mais qui est un peu particulier, qui est le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Alors, comme son nom l'indique, c'est une formation à caractère technologique et professionnel, et l'objectif du but, c'est quand même l'insertion professionnelle, on le verra, après 3 ans. Les buts, on vous en reparlera sur Parcoursup, vont recruter aujourd'hui de moins en moins de bacs généraux et de plus en plus de bacs technologiques parce que le système veut que 50% des places en IUT soient réservées aux bacs technologiques. Donc ces buts sont bien situés dans une logique de 3 ans et moins de 5 ans que les licences. On verra après comment ça se présente. Le BTS, eh bien le BTS, c'est bien sûr une formation, comme son nom l'indique, le brevet de technicien supérieur, qui vous prépare à des études de technicien supérieur et une logique ou d'insertion dans la vie professionnelle ou de poursuite d'études, comme on le verra ensuite. Mais c'est une formation en 2 ans, plus concrète. Alors, il y a plus de 200 séries de BTS et avec des niveaux assez différents. On a des BTS qui vont plutôt accueillir des bacs professionnels, notamment dans le champ des technologies, éventuellement dans le champ commercial, et des BTS qui vont plutôt accueillir des bacs généraux. Par exemple, je pense au BTS diététique, qui va quasiment recruter que des jeunes avec un niveau scientifique général important. Le BTS commerce international est un peu entre les deux, accueillant et des bacs techno et des bacs généraux, hein, par exemple. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les classes prépa, les CPGE. Donc les CPGE, comme leur nom l'indique, préparent à des concours d'entrée dans des grandes écoles. Donc c'est une formation généralement assez généraliste, hein, assez abstraite, qui prépare à des épreuves de concours. Alors, évidemment, selon l'école visée, les concours ne sont pas les mêmes, mais ça reste très généraliste. Il n'y a pas de logique technologique ou professionnelle dans les classes prépa, sauf les fameuses prépa ECT ou TSI à destination des bacs techno. Mais pour les autres, grande majeure partie des classes prépa, eh bien, il s'agit d'accueillir des bacs généraux qui restent dans une formation très généraliste. Finalement, ça leur donne 2 ans pour renforcer leur niveau général et se préparer à une orientation vers une école. Alors, il faut quand même réfléchir un peu à ce qu'on souhaite faire. On ne choisit pas n'importe quel type de classe prépa, hein, peut être économique, scientifique, littéraire, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Vous avez aussi, bien sûr, les classes prépa littéraires qui préparent notamment, 1, aux ENS, l'École normale supérieure, 2, à optimiser son circuit dans les universités littéraires en revenant dans la licence 3 des UFR de lettres et certaines écoles spécifiques au littéraire. Alors, quand on est passé par la voie des concours,
aux grandes écoles, on entre dans ce qu'on appelle le PGE, Programme Grande École. Alors, ce n'est pas neutre, parce qu'on verra que dans les grandes écoles, il y a d'autres programmes que les PGE. Mais ce n'est pas la même chose. Et surtout en France, les recruteurs vont faire une différence entre ceux qui sont passés par le programme Grande École et ceux qui seraient passés par ce qu'on appelle les masters spécialisés des grandes écoles. Ce n'est pas la même chose. Donc, choisir la classe prépa, c'est se préparer à rentrer dans le PGE, parcours grande école, qui est le parcours généralement le plus prestigieux de ces écoles. Alors, ces écoles, finalement, forment évidemment à des qualifications de haut niveau, mais elles permettent également d'entrer en doctorat et de s'engager dans des travaux de recherche. On peut très bien commencer par une grande école, puis se retrouver dans un labo de recherche, soit dans la grande école, soit dans une université. Alors, je vous disais, voilà le système dans sa globalité, mais ce n'est pas terminé, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on est passé par le BTS qu'on va forcément s'arrêter à 2 ans, ce n'est pas parce qu'on est dans le but qu'on va s'arrêter à 3 ans, etc., parce qu'il y a des tas de passerelles qui sont prévues pour les gens qui sont dans ce type de formation. Tout d'abord, quand on est en BTS, il y a de plus en plus de gens qui vont continuer vers ce qu'on appelle une licence professionnelle. La licence professionnelle, c'est une licence à part entière, hein, c'est le diplôme national de licence délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais avec une logique de professionnalisation et donc d'insertion sur le marché du travail à un niveau technicien plus. Ceci étant dit, on peut même, avec un BTS, poursuivre dans une licence 3 généraliste, notamment dans les champs de l'économie et de la gestion. Hein, il y a plein d'exemples de jeunes qui, avec un BTS, vont continuer dans des licences de gestion, par exemple du CNAM. On peut aussi, et dans certains cas, on va peut-être vous en parler, passer un concours dit parallèle aux grandes écoles. Alors, ça, c'était important il y a quelques années, du temps où les IUT étaient en 2 ans. Mais aujourd'hui, cette voie-là tend à se tarir, c'est-à-dire que les écoles ouvrent de moins en moins de places sur des concours post-Bac plus 2, des concours parallèles post-Bac plus 2. Ils préfèrent, garder pour l'entrée en première année les classes prépa et, en revanche, recruter en deuxième année des gens qui ont des licences 3. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que je suis parti dans une licence que pour autant, je ne peux pas réintégrer une grande école. Il y a d'ailleurs pas mal d'écoles qui ont des concours de deuxième année, ce qu'on appelle admission sur titre deuxième année, où le niveau de sélectivité finalement est plus faible que le niveau demandé aux gens qui vont entrer par la CPGE. C'est-à-dire que finalement, on a ouvert un peu plus les vannes pour que les gens entrent en deuxième année de PGE alors qu'ils sont diplômés d'un bac plus 3. Alors vous voyez, on ne perd pas de temps, hein, parce qu'on est en continuité. Le PGE 2, c'est niveau Master 1. Donc on est bien dans une 4e année d'études après ces 3 premières années de licence. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose aussi qui peut être démocratisant. Pourquoi? Eh bien parce que, bon, tout d'abord, il ne vous aura pas échappé que beaucoup d'écoles sont payantes. Et si on prend les écoles de management, on les a très vite aux alentours de 15 000 euros, voire plus, si affinité. Déjà, on gagne une année, puisque on était en licence 3 et qu'on va rentrer en deuxième année. Donc, on a échappé aux 15 000 euros de la première année. Et puis, beaucoup d'écoles aussi vont proposer l'apprentissage uniquement à partir de la deuxième année d'école, à partir du niveau master. Ça veut dire que quelqu'un même qui a peu de moyens financiers peut, à partir d'une licence 3, passer le concours sur titre deuxième année des grandes écoles et intégrer un parcours en apprentissage. Et je vous rappelle que l'apprentissage, non seulement le jeune va être rémunéré, mais surtout, pour lui, les études vont être gratuites. Donc, c'est
un parcours qui peut être intéressant. Alors, ce n'est pas non plus totalement ouvert en place, hein, et surtout pour l'apprentissage, où on va demander, parfois on va ouvrir l'apprentissage plutôt aux meilleurs étudiants, hein, mais on peut être un L3 et être un très bon étudiant qui veut entrer en deuxième année et qui entrera en apprentissage. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose d'assez intéressant qui n'est pas forcément connu et qui est une façon de faire certaines écoles coûteuses à moindre coût. Évidemment, il faut se renseigner sur l'école concernée qui est visée pour voir est-ce qu'elle fait de l'apprentissage, à partir de quand et avec combien de places ouvertes. De la même façon, les gens qui ont un but peuvent prétendre également à passer ce type de concours à ST2 pour entrer en deuxième année d'école. Et puis quand on est en but, on peut aussi viser le master. Alors, sauf que là, il y a une petite nuance à apporter, c'est que les universités, alors vous savez que depuis 2-3 ans, les masters sont devenus sélectifs. Avant, quand on avait une licence 3 dans une université, on pouvait entrer d'office dans le master 1. C'était l'entrée en master 2 qui était sélectif. Et c'était un peu idiot, puisque le master 1 n'est pas un diplôme en soi. Donc aujourd'hui, les universités sont autorisées à sélectionner à l'entrée en master. Et elles prennent finalement les gens qu'elles considèrent comme correspondant le mieux par leur profil à leur master lorsque les places sont comptées. Et je vous préviens qu'il y a certains masters où les places sont très comptées. Je pense notamment au master de psycho. Malheureusement, la psycho, c'est ce qui filtre le plus entre la licence 3 et le master. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vont avoir des licences de psycho et qui ne pourront pas rentrer dans un master de psycho. Ils vont devoir trouver d'autres types d'études pour poursuivre leurs études. Ça, c'était un aparté. Mais revenons sur les buts. Certaines universités, notamment les IAE, Instituts d'administration des entreprises, donc qui correspondent un peu à des écoles de management, mais publiques, donc moins chères, eh bien, on dit clairement qu'elles considéraient que le but n'était pas d'un niveau suffisant pour intégrer leur master. Parce qu'ils considèrent qu'on a un peu trop délayé l'ancien but en deuxième année sur 3 années d'études. Donc attention, dans ces cas-là, choisir le but, ce n'est pas forcément le bon moyen d'aller à un master. Sauf, parce qu'il y a forcément un sauf et une astuce, c'est que certaines universités vont dire, quand vous êtes en deuxième année de but, entrez en licence 3 et vous serez pris en master. Donc ça veut dire que le but, parfois, si on vise le master, il peut être astucieux au bout des 2 années de but d'entrer dans la licence 3 parce qu'il y a des voies parallèles permettant d'entrer en licence 3. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce que voilà, il faut quand même l'intégrer. Aller dans la 3e année de but n'est pas forcément le meilleur moyen d'aller en master. On risque même de vous dire repasser par la licence pour revenir en master. Bon, ça vous fait un an de plus inutile, donc autant passer ici. Alors, il y a, mais très peu, des licences professionnelles en 3 ans post-bac. Mais ça, il y en a très, très peu. Ça peut être intéressant, notamment pour les jeunes issus de bac professionnel. Et puis, vous allez me dire, il manque quelque chose dont on parle de plus en plus dans l'espace d'enseignement supérieur, à savoir les bachelors. Les bachelors qui sont des études en 3 ans. La difficulté, c'est que, finalement, les bachelors, c'est tout et c'est rien. En fait, le bachelor en soi, sauf les bachelors à grade de licence, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui avait été repris par certaines structures d'enseignement supérieur qui n'étaient pas des universités et qui voulaient contourner le monopole du terme licence. En effet, seules les universités, les grands établissements publics ont le droit d'ouvrir ce qu'on appelle des licences. Et donc, d'autres établissements se sont dit, bah, prenons une appellation anglo-saxonne, bachelor, pour nos bac plus 3. Sauf que en soi, bachelor, et on va le voir tout à l'heure, c'est plein de choses. Ça peut être quelque chose de fort intéressant, notamment les bachelors qui sont dans des grandes écoles. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'une grande école, c'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure, une vraie. Et ça peut être rien du tout. Donc attention,
il faut s'en méfier et on va en parler tout à l'heure. S'en méfier ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, il faut juste savoir ce qu'il y a derrière le bachelor qu'on vous propose. Pour ce qui concerne les bachelors proposés dans les grandes écoles, souvent, on vous propose une poursuite d'études dans ce qu'on appelle des MS, des masters spécialisés de la conférence des grandes écoles. Alors, attention, bien sûr, vous avez le nom de la grande école, mais vous n'avez quand même pas le même niveau de reconnaissance que le programme grande école. Si vous voulez, si vous faites un BBA à l'ESSEC, par exemple, en plus ce sera un bachelor en 4 ans et pas en 3, on vous proposera dans le prolongement d'aller dans certains MS. Mais sur le marché du travail, on fait quand même la différence entre un programme grande école ESSEC et un master spécialisé de l'ESSEC. Alors après, c'est quand même intéressant d'avoir un master spécialisé de l'ESSEC, mais ce n'est pas la même chose que le PGE. Donc si je pouvais faire le PGE, autant faire le PGE. Programme grande école, je vous le rappelle. Voilà presque le gros du paysage. Bien sûr, vous aurez ce diaporama, hein, parce que c'est un peu indigeste. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose d'un peu nouveau pour les gens qui viennent de bac professionnel, c'est que de plus en plus, on propose ce qu'on appelle des certificats de spécialisation aux jeunes qui sortent de bac professionnel. Ce sont des études en un an qui ne font pas monter de niveau. On est toujours au bac plus 4, enfin niveau 4, pas bac plus 4, au niveau 4, c'est-à-dire niveau bac, mais on a acquis une certaine maturité et un complément de qualification professionnelle. Voilà un peu ce que je voulais vous proposer dans cette première partie de présentation. Merci beaucoup, Monsieur Petit. Justement, à propos des certificats de spécialisation de niveau 4, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus? Et ce qui concerne spécifiquement les élèves ayant obtenu un baccalauréat professionnel ou c'est ouvert à tous? Non, clairement, c'est destiné aux jeunes qui ont un baccalauréat professionnel. C'est ce qu'on appelle les mentions complémentaires. Alors, certains baccalauréats technologiques pourraient effectivement acquérir un certificat de spécialisation. C'est notamment dans le champ, par exemple, de l'hôtellerie, où on va prendre après un bac technologique d'hôtellerie, on pourrait éventuellement suivre, par exemple, un certificat de spécialisation en pâtisserie, un certificat de spécialisation en œnologie. Mais globalement, ça a été conçu comme une poursuite d'études pour les bacs pro. Pourquoi? Ben parce que les bacs pro n'osent pas toujours s'engager dans des études plus longues. Un, ils n'ont pas intérêt à aller vers les licences ou les buts où ils n'ont que très peu de chances de réussir, hein. Un jeune de bac pro en licence 1 qui rentre en licence a 4% de chance d'avoir sa licence un jour. C'est quand même pas beaucoup. Euh, et quand je dis un jour, c'est-à-dire en admettant même qu'il est doublé. Même le BTS, pour certains, c'est déjà une marche. Et donc, le certificat de spécialisation, bah, c'est se donner un an pour, gagner un peu en maturité, parce que c'est vrai que certains bacs pro, bon, il y a des bacs pro qui trouvent facilement à se placer, hein, sur le marché du travail. Tout ce qui est dans le champ des technologies, euh, chauffagiste, tout ce qu'on veut, tout ça, eh bien, on trouve très très facilement de l'emploi sur le marché du travail. En revanche, les bacs professionnels tertiaires ont quand même plus de mal à trouver de l'emploi, notamment parce que se posent des questions de maturité, d'expression, etc., etc. Et donc, ils ont intérêt pour trouver du travail, prendre une année pour mûrir et pour renforcer leur qualification ou certains fondamentaux. Et puis, c'est parfois une marche intermédiaire, non pas pour entrer sur le marché du travail, mais pour réintégrer un BTS, et avec tout ce que ça permet ensuite, licence pro, école, etc. etc. Donc, vous voyez, là aussi, on peut être en bac pro, entrer en certificat de spécialisation, ou entrer en BTS, parce qu'on peut aussi aller directement en BTS depuis un bac pro, eh bien, ça peut être une façon de réussir sa formation. Simplement, on le fait peut-être un peu plus par étapes que d'autres. Ça n'empêche pas d'arriver à des niveaux de qualification très intéressants et très demandés sur le marché du travail, et assez fréquent quand même que des jeunes sortant d'un bac pro ou d'un BTS ou d'une licence vous expliquent que leur premier salaire est plus élevé que ceux de leur enseignant, qui lui a quand même 5 années d'études et un concours.
Merci beaucoup. Voilà. Depuis quelques années, on voit que les études de santé, en tout cas l'accès aux études de santé, a été modifié. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus, Voilà. s'il vous plaît? Alors, ce qu'on appelle les études de santé proprement dites, c'est 4 domaines. Médecine, maïeutique, c'est-à-dire sage-femme, odontologie, mais comme on ne veut plus dire vraiment sage-femme, on dit maïeutique, odontologie, évidemment, c'est dentaire, et pharmacie. Alors, avant, euh, existait ce qu'on appelait la PACES, hein, première année commune des études de santé. Les gens suivaient cette PACES, passaient des concours pour rentrer ou en médecine, ou en pharmacie, ou en dentaire, ou en maïeutique, euh, avaient un peu de mal souvent à l'obtenir dès la première année et refaisaient une deuxième PACES. Mais en réalité, l'ensemble de ces filières était quasi exclusivement réservé aux gens ayant passé la PACES. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Aujourd'hui, vous avez 2 types de classes post-bac pour intégrer des études de santé. Vous avez tout d'abord la PASS, le PASS directement, parcours d'accès spécifique santé, ce qu'on appelle la L1 de santé. Alors, elle est suivie généralement dans des facultés de santé, hein, des UFR de santé. Alors, à la différence de ce qui se passait avant, c'est qu'on va quand même obliger les étudiants qui ont choisi la PASS à choisir ce qu'on appelle une mineure, c'est-à-dire un autre domaine d'études que la santé. Par exemple, sciences physiques, STAPS, biologie, psycho, sciences sociales. C'est-à-dire qu'ils vont aller suivre quelques heures par semaine dans une autre université que l'université de santé, selon ce qu'ils auront choisi, UFR. Et la deuxième voie d'accès, c'est ce qu'on appelle la licence d'accès santé, ben c'est le contraire. Ce sont des gens qui sont inscrits dans une université qui n'est pas une université de santé, pas une UFR de santé, hein, donc sciences physiques, biologie, stats, psycho, sciences sociales, tout ce qu'on veut, enfin pas tout à fait tout ce qu'on veut d'ailleurs, avec une mineure de santé, c'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de 10% d'enseignements qui vont être préparés dans l'université de santé. C'est-à-dire, quand on dit pas tout ce qu'on veut, il faut qu'il y ait une convention entre les deux pour que ceci aille en cours là-bas et que cela aille en cours ici. Si je reviens à ma passe, eh bien la passe n'a plus que à sa disposition maximum 50% des places là-dedans. Rappelez-vous, la PACES avait 100% des places. Eh bien, le PASS a maxi 50% des places. Il y a même des villes où il n'y a pas de passe. Par exemple, je sais qu'à Nice, il n'y a que des LAS. Donc, attention, on n'a plus que 50% des places. Alors, comment ça se passe? Ben, on va passer des épreuves dites classantes, on n'appelle plus ça concours, mais bon, c'est tout comme, des épreuves classantes sur des domaines qu'on a choisis au préalable. C'est-à-dire qu'il y a un concours pour médecine, un concours pour maïeutique, un concours pour odontologie et un concours pour pharmacie. On n'est plus dans l'ancien système où, ah ben, si j'ai pas pharma, si j'ai pas médecine, ben, vu mon rang, j'ai le droit de rentrer en pharma, et si j'ai pas pharma, vu mon rang, j'ai le droit de rentrer en dentaire, etc. Non, non. Vous devez choisir d'avance et passer des épreuves là-dessus. Alors, vous pouvez en passer plus d'un. Il y a une partie en tronc commun, mais à chaque fois une partie spécifique au domaine visé. Donc, il faut que je passe des épreuves, certaines sont communes et d'autres sont différenciantes selon ce qui est visé. Donc, on ne peut pas tout viser, naturellement. Ce n'est pas possible. On en visera quelques-uns. Alors, très bien. Mais par définition, comme c'est classant, tout le monde ne sera pas pris. Alors, que se passe-t-il dans l'hypothèse où j'aurais ma L1, c'est-à-dire j'ai eu 10 de moyenne, vous savez, c'est ce qu'on appelait avant les reçus collés, c'est-à-dire j'ai mon 10 de moyenne ici, mais en revanche, je n'ai pas été pris ici. Je voulais médecine,
et mon classement est pas bon. Je ne peux pas entrer en médecine parce que mon classement n'est pas bon. Je vais aussi passer pharma, mais pareil, mon classement n'est pas suffisant. Avant, j'aurais dit, bah, c'est pas grave, je double. Et bien aujourd'hui, que nenni, vous n'avez plus le droit de doubler. Et c'est pour ça qu'on vous a fait prendre une mineure, parce que ça veut dire que vous allez devoir partir dans une L2 qui n'est pas une L2 de santé, mais dans un autre domaine qui correspond à votre mineur, donc en STAPS, en bio, en physique, en psycho, en sciences sociales. Même chose d'ailleurs pour les autres. Ceux qui sont en LAS, pareil. Alors avec bien sûr, c'est un concours spécifique, hein, c'est pas le même. Et ils ont, enfin, pas plus de concours, mais ce ne sont pas des épreuves identiques. On s'adresse aux LAS, on ne s'adresse pas de la même façon à des LAS et à des PASS. Et ce sont des places qui sont compartimentées. Il y a un nombre de places données d'avance pour chaque forme de préparation. Même chose, si je ne suis pas pris, il faut que j'aille en L2, dans l'hypothèse où j'ai eu ma L1, bien sûr. Hein. Bon. Alors vous me direz, bah, donc terminé, je ne peux plus, adieu les études de santé. Alors pas tout à fait, parce qu'il est toujours possible, il y a encore une voie d'accès qui existe dans les L3 santé pour des gens qui ont une L2 dans un autre domaine que la santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer 2 fois le même concours, mais on peut passer un autre concours. Donc je ne peux pas repasser celui-ci si je suis en passe, mais j'ai le droit d'aller passer celui-là. Toutefois, ne nous faisons pas trop d'illusions, le nombre de places ouvertes ici n'est pas très, très intéressant, est assez faible. Donc il ne faut pas trop jouer ce petit jeu-là, à la différence des écoles de management que j'évoquais tout à l'heure, où là, il y a pas mal de places. Là, beaucoup moins. Sinon, bah, je continue dans ma L3 du domaine autre que santé, donc STAPS, bio et tout ce qu'on veut. Et je peux partir en master, etc., etc. Voilà pour le modèle classique des études de santé. Alors, il existe encore un autre accès qui va être ouvert, mais avec des places assez faibles pour les gens qui sont en première année d'études paramédicales, c'est-à-dire soins infirmiers, ortho, etc., et qui peuvent, eux aussi, mais pour un nombre de places assez faible en général, rejouer. Sinon, eh bien, il s'agit d'études généralement qui vont se faire en 3 ans, avec là aussi très, très peu de place, encore moins, ici en 3 ans. Alors, il ne faut pas oublier une petite flèche qui est là, qui parle d'entrer en deuxième année d'études, c'est notamment pour tout ce qui est kiné. C'est-à-dire que les kinés sont par ici, hein, ça fait partie des études du monde paramédical, et l'accès à kiné peut se faire après une première année de passe, ou une LAS, ou même une autre licence. Et donc, c'est par ici que ça se passe. Généralement, les études de kiné commencent au niveau L2. Voilà le schéma global des études de santé. Merci. J'ai Ça a mon bien fils qui changé, m'a... hein? Oui, ça a bien changé, parce qu'en tant que kiné, je vous assure que ça a bien changé. Mon fils m'a parlé de cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus à ce sujet? Ah, ça, c'est nous, comme on dirait, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors, pas tout à fait, ça a 3-4 ans. Alors, il ne faut pas confondre le CPES, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, avec les anciennes classes qui s'appelaient CPES, classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Il fut un temps, le lycée Henri IV, par exemple, avait créé pour les gens qui étaient trop justes pour entrer dans ces prépas, une préparation à la prépa en un an. C'est ce qu'on appelait classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Sauf que comme on s'est aperçu que la plupart des gens qui avaient suivi cette classe n'entraient toujours pas dans les classes prépa d'Henri IV, on a réfléchi à un circuit un peu plus intéressant. En fait, un CPES, donc, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, c'est la préparation d'une licence effectuée en commun entre une université et un lycée, généralement un lycée à classe prépa. Ça veut dire que le jeune va, pendant la première année, être très majoritairement au lycée et en partie à l'université pour s'y familiariser, et il obtiendra sa L1.
et c'est 60 ECTS. Et puis, même chose, la deuxième année, où ça se rééquilibre progressivement, c'est moitié-moitié lycée-université, et il obtiendra sa L2, et c'est 120 ECTS. Je vous dis il l'obtiendra parce que les conditions de sélection à l'entrée et les conditions d'enseignement sont telles que les chances de réussite en licence sont fortement augmentées, évidemment, dans ce cas-là. Tant par le public qui est dans ce type de classe que par la nature des études, où on est quand même en beaucoup plus petit groupe que dans une EL1. Et puis, en L3, 120 ECTS, c'est 180 ECTS, pardon, hein, c'est pas 120, c'est 180, eh bien, cette fois-ci, on a inversé la charge, c'est études majoritairement à l'université et 30-40% au lycée. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde, parce qu'après, évidemment, on peut poursuivre en master et on aura une priorité en général sur les bons masters de l'université ou éventuellement passer ce qu'on appelle les concours AST2 dont je vous parlais tout à l'heure, les concours sur titre pour les L3 aux grandes écoles. Et là, évidemment, on optimise ses chances de réussite. Pourquoi? Ben parce que d'abord, il y a une forte sélection à l'entrée dans ces classes. En fait, on s'adresse à des jeunes qui auraient pu très bien faire une classe prépa, mais que le modèle n'attirait pas. Ou alors, des jeunes qui avaient une activité parallèle à leurs études incompatible avec une classe prépa. Par exemple, les sportifs de haut niveau ou des artistes de haut niveau. C'est toujours un peu triste d'entendre quelqu'un qui faisait du cheval à haute dose, qui s'adonnait à la sculpture ou au théâtre, et qui a dû arrêter, qui nous dit avoir arrêté pendant 2 ans parce que la CPGE lui occupait tout l'espace de son temps. Alors attention, la CPGE, c'est intéressant parce qu'on nourrit les gens culturellement, on les habitue à des méthodes de travail très performantes qui vont leur servir toute leur vie, mais c'est très exigeant. Et tellement exigeant que parfois il n'est pas possible de cumuler. Et là, le système CPES est un peu plus doux et permet donc de combiner une étude, des activités de sportifs de haut niveau, d'artistes, et tout en ayant des études très performantes, puisque évidemment, comme ce sont des gens qui ont été très sélectionnés à l'entrée pour leur niveau, évidemment, ils réussissent bien leur licence et font partie des candidats privilégiés par l'université dans les masters. Pourquoi les universités s'y engagent? Parce que souvent, ce CPES est une espèce de pépinière pour les universités qui trouvent là leurs meilleurs candidats pour leur master et éventuellement leurs futurs chercheurs de haut niveau. Donc c'est un cycle intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a 2, 3 par académie et encore pas forcément dans toutes les académies. Et d'ailleurs, dans le privé sous contrat, nous en avons plusieurs en gestation, mais nous n'en avons qu'une actuellement fonctionnelle, par contre qui fonctionne très bien, qui est au lycée Stanislas de Cannes. Hein, pas se tromper de Stanislas, à celui-là, c'est Stanislas de Cannes. Et là, vous avez effectivement un CPES avec l'université Côte d'Azur et avec, en partenariat aussi avec le lycée public Masséna. D'accord. Voilà pour ce qui concerne les CPES. Parfait, merci beaucoup. Lors de votre première présentation, la première diapositive, vous nous avez parlé des bachelors. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu dessus, Oui, s'il vous avec plaît? plaisir. Surtout que là, c'est la jungle. Les bachelors. Qu'est-ce qu'un bachelor? Alors d'abord, bachelor, c'est une appellation anglo-saxonne. Alors, vous avez le modèle, bien sûr, dit des BBA qui sont en 4 ans. Par exemple, les SEC ou les DEC vont vous proposer des BBA, Bachelor Business of Administration, qui sont en 4 ans. Alors, on vous explique que c'est 4 ans parce que dans le monde anglo-saxon, ces bachelors-là sont en 4 ans. Oui, bon. Alors, petite précision quand même, c'est que dans le monde anglo-saxon, les études secondaires se terminent, enfin aux États-Unis en tout cas et au Canada, les études se terminent secondaires, l'étude secondaire se termine au niveau d'une première en France.
Donc, 4 années d'études après une première, c'est comme un bac plus 3. Là, on vous fait faire un bac plus 4. Bon, en disant que c'est le modèle américain. Hein. Pas tout à fait, quand même. La plupart des bachelors qu'on va vous proposer seront généralement des études en 3 ans. C'est logique, puisque c'est les 3 années après le bac, effectivement. C'est le modèle standard. Et puis, vous avez de plus en plus de bachelors dits suspendus, c'est-à-dire des bachelors où il n'existe que la 3e année, mais qui sont accessibles à partir d'un autre type d'études à bac plus 2, un BTS, les 2 premières années d'un IUT, une L2 d'université. Hop, on peut basculer dans cette 3e année dite suspendue. Alors quand je vous ai dit ça, à la limite, je ne vous ai rien dit, parce que finalement, c'est quoi un bachelor? Ben, c'est tout et c'est rien et tout, je dirais, si je vais dans l'ordre. Vous avez d'abord des bachelors maison. Vous avez des écoles qui vont vous expliquer qu'elles ont un bachelor, en partenariat éventuellement avec une entreprise, très bien, et quand vous leur demandez quelle est la certification qu'il y a derrière, alors on vous explique que c'est un diplôme de l'école. Oui, très bien. Et reconnu comment? Ben, par la profession. Oui, très bien. Et si demain, je veux quitter la profession et aller ailleurs, ben c'est nulle part dans les conventions collectives, c'est reconnu nulle part. Et donc, en réalité, vous n'êtes pas diplômé. Et si je voulais continuer des études ailleurs, ah ben non, il faudra continuer chez nous. Parfois, on va vous prendre en otage pour 5 ans, parce qu'on a un vrai diplôme après les 2 années du bachelor maison. Là, c'est un vrai, éventuellement un titre ANCP, mais on vous a d'abord fait 3 ans. Comme c'est pas diplômant, c'est pas la peine d'aller postuler ailleurs, on va pas vous prendre. Et donc, si vous êtes prisonnier, vous allez continuer, vous êtes obligé de continuer dans cette école-là, lorsque cette école-là a bien un diplôme à bac plus 5, ou plutôt généralement un titre RNCP. Je vous dirai après ce que c'est de bac plus 5. Donc, j'aurais tendance quand même à me méfier si on me demandait un bachelor maison. Par ailleurs, un bachelor maison, à la différence des autres, n'est pas éligible à l'apprentissage. Et d'ailleurs, si on vous dit que le bachelor proposé n'est pas éligible à l'apprentissage, demandez déjà pourquoi. Parce que c'est tout simplement parce que c'est un bachelor maison. Alors ça peut être une autre raison, ça peut être parce qu'ils ont décidé de ne pas faire d'apprentissage, mais ça peut être aussi tout bêtement parce que c'est un bachelor maison. Dans ce cas-là, l'apprentissage n'est pas possible. À la différence d'un autre type de bachelor qu'on va trouver aussi dans pas mal d'écoles, qui sont les bachelors RNCP. Alors, RNCP, le grand public, en général, ne sait pas ce que c'est, je peux le comprendre, on connaît les diplômes et on ne connaît pas le monde des titres. En fait, les diplômes, ça relève du ministère de l'Éducation nationale pour les diplômes secondaires et du ministère de l'Enseignement supérieur pour les diplômes supérieurs. Mais il y a des certifications qui reconnaissent donc des niveaux de qualification qui relèvent du ministère du Travail et qui sont inscrits dans un répertoire officiel de l'État qui s'appelle le RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle. Je mettrai en dessous la traduction tout à l'heure. En fait, c'est un répertoire du ministère du Travail. Ça veut dire qu'on vous reconnaît une qualification d'un niveau 6. En gros, c'est ce qu'on donne habituellement comme qualification pour des gens qui ont des bacs plus 3. Le niveau 6, c'est un bac plus 3. Mais attention, c'est une reconnaissance ministère du Travail, ce n'est pas une reconnaissance académique. Ce qui veut dire notamment, on le verra, c'est qu'il n'y a pas de CTS, sauf pour ceux qui font de la fausse monnaie, j'y reviendrai. Après, vous avez un autre niveau de bachelor qui est celui du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous avez bien sûr les bachelors universitaires de technologie qui sont préparés par les IUT, et puis vous avez surtout des bachelors à grade de licence ou des bachelors visés. Souvent, c'est lié, hein, souvent, sont visés et à grade de licence. Ça veut simplement dire que ces bachelors sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire que la maquette a été déposée
il y a eu une vérification des contenus, de leur qualité, du niveau d'intervenant nécessaire pour ce type de diplôme. Il y a un contrôle par le HCERS, qui est le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, donc c'est sous contrôle, et ça donne le grade de licence. Donc c'est un diplôme souvent d'une grande école. Ce bachelor est donné par une grande école ou par un autre établissement qui a obtenu ce grade de licence, mais ça veut dire qu'ils ont accepté un contrôle très fort et ça donne un vrai grade de licence, donc c'est fait pour poursuivre. Si on le souhaite, on peut rentrer bien sûr sur le marché du travail quand on a un bachelor et grade de licence, mais on peut aussi aisément poursuivre, alors que normalement avec un bachelor RNCP, c'est pas tout à fait pour poursuivre, notamment dans ce qu'on appelle les masters. Donc, avec un bachelor à grade de licence, je peux postuler à entrer dans un master. C'est moins vrai avec un bachelor RNCP et c'est pas du tout vrai avec un bachelor maison. Par contre, le bachelor RNCP a une bonne insertion professionnelle et est reconnu dans les conventions collectives. Enfin, vous avez un autre type encore de bachelor qui peut être proposé, y compris en France. Ce sont des bachelors d'universités étrangères. Dès lors qu'elles sont dans l'espace d'enseignement supérieur européen, par exemple, elles bénéficient d'une reconnaissance mutuelle des diplômes. Par exemple, on développe dans notre réseau des bachelors de l'université publique de Coventry qu'on prépare en France. Mais on les prépare en France sur les programmes de Coventry avec un enseignement en anglais et avec des professeurs qui ont été approuvés par l'université publique britannique de Coventry. Mais vous allez me dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il raconte? La Grande-Bretagne étant sortie de l'Union européenne, elle ne, elle ne fonctionne plus dans le système de reconnaissance mutuelle des diplômes. Mais si, la Grande-Bretagne n'est plus dans Erasmus. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de bourse de mobilité, par exemple, pour aller faire des études en Grande-Bretagne. En revanche, elle est toujours dans le Conseil de l'Europe et l'espace européen d'enseignement supérieur, c'est le Conseil de l'Europe, quelque chose de bien plus large que l'Union européenne. Les accords de Bologne qui assurent cette reconnaissance avec les ECTS, eh bien, ça relève du Conseil de l'Europe. Donc, les diplômes britanniques sont toujours dans la reconnaissance mutuelle avec les autres diplômes européens. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les bachelors. Merci beaucoup, Monsieur Petit. On va passer à un petit temps de questions, si vous le voulez bien, avec la première question, à savoir quels sont les aménagements possibles pour des jeunes en situation d'handicap, TDAH, TSA, qui ont souvent de bonnes capacités intellectuelles, mais pas toujours adaptées à la pédagogie classique. Quelle filière solliciter pour Alors, qu'ils je puissent pense qu'il n'y a continuer pas leurs études? forcément de filière à solliciter, difficile de conseiller une filière. En revanche, il faut surtout se renseigner sur l'établissement. C'est-à-dire que c'est plus dans un champ d'études qu'on va se renseigner sur l'établissement et sur sa capacité à prendre en charge le jeune dans ses spécificités. Euh, euh, Même une université, parce qu'on pense, quand on pense université, on va penser grands amphis, etc. Ben non, vous avez au niveau des universités parfois des toutes petites filières où on est capable d'assurer un suivi de proximité des jeunes. Euh, il y a un certain nombre d'écoles également qui vont assurer ce suivi de proximité des jeunes. Et Jérôme Teilhard, lors de sa prochaine intervention, ne manquera probablement pas de vous parler de la façon dont le handicap est pris en compte sur Parcoursup, parce qu'il y a une logique de prise en compte bien particulière des jeunes en situation de handicap. Mais c'est plus, je dirais, l'établissement dont il faut s'inquiéter et dans son organisation que finalement la filière elle-même. D'accord, merci. Beaucoup de questions autour des cycles pluridisciplinaires d'études Ah bah supérieures. oui. Déjà, où est-ce nous pourrions trouver la liste des établissements? Savoir un petit peu le nombre d'élèves qui rentrent dans ces formations. Et après, est-ce qu'il est possible de faire une passerelle vers une PGE ou pas? Oui, bien sûr. Alors, les CPES, vous en avez
En France, à mon avis, vous en avez une petite centaine, à mon avis, en tout et pour tout, hein, pas plus, hein. Et encore, non, je crois qu'il y en a moins. La liste sera dans Parcoursup. C'est-à-dire, si vous tapez CPES dans Parcoursup, vous verrez défiler tous les CPES de France avec leur parcours. Parce que vous avez des CPES plutôt tournés vers les sciences humaines, des CPES plutôt tournés vers les domaines scientifiques. Alors généralement, comme on dit que c'est pluridisciplinaire, généralement, quand vous, là, on vous propose, ou le lycée vous propose un CPES, le lycée et l'université vous propose un CES, il a plusieurs parcours prévus, où ils ont partagé les parcours. Par exemple, de mémoire, à Nice, les parcours sont partagés entre Stanislas et Masséna. De mémoire, Masséna, je crois, fait des parcours plutôt à caractère scientifique, alors que Stanislas va plutôt faire les parcours en sciences économiques et humaines. Euh, donc, il y a déjà quand même un petit pré-choix. Donc, il faut regarder quels sont les parcours proposés par ces CPES. Tout ça va être sur Parcoursup. Ce sont des formations sélectives. En général, on va avoir une quarantaine de jeunes pour un parcours. Donc, évidemment, s'il y a plusieurs parcours, on va avoir 80, 120 jeunes qui vont suivre des cours, en partie à l'université, en partie, mais on travaille surtout avec des enseignements sur des groupes de 40. Alors, évidemment, hein, travailler sur des groupes de 40, c'est pas la même chose que d'être dans un amphi de 500, naturellement. D'accord, merci. Beaucoup de questions autour des passerelles. Oui. Ah oui, pardon, je Lorsque... ne l'ai pas dit, là, on va te poser la ah, question. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand vous faites un CPES, vous allez atteindre, au bout des 3 ans, vous avez une licence 3. Et donc, vous êtes éligible à préparer les concours, à passer les concours d'entrée en deuxième année de grande école, c'est-à-dire au niveau M1. Et vous y êtes plutôt bien préparé, d'autant que parfois, en CPES, on y met en plus des modules préparatoires au concours de ces grandes écoles, au concours de deuxième année. Je sais qu'à Stan, ils font ça. Donc, voilà, oui, oui, bien sûr, c'est un bon chemin aussi pour aller en grande école, mais attention, euh, l'entrée est très filtrée malgré tout. Il y a beaucoup plus de demandes que de places dans ces CPES. Et justement, en parlant de l'entrée dans ces grandes écoles, du coup, elle se fait plutôt sur concours, dossier, ou est-ce que c'est propre à chaque école? Alors, euh, les, alors, même quand ça s'appelle même quand il y a un dossier, parfois on appelle ça quand même un concours. Un concours veut dire qu'il y a une forme de compétition et de classement. Voilà. Souvent, il y a peu d'épreuves ponctuelles réelles dans AST2, admission sur titre. Alors ici, il faut passer, par exemple, aux écoles de management, on va passer le TAGMAG, c'est-à-dire une épreuve de mathématiques et de logique. On doit avoir un certain niveau de TOEFL ou TOEIC, bon, etc., etc. Et puis, il y a surtout un entretien, enfin, il y a un dossier, puis un entretien où on va évaluer les qualités du candidat pour suivre dans la grande école. Et donc, c'est vrai à la fois en sortie de classe prépa ou en entrée. Mais en principe, toutes les grandes écoles recrutent sur concours. Les écoles post-bac recrutent sur un concours post-bac. Hein, par exemple, l'ESCA, l'IESEG, etc., ont un concours commun post-bac et pas mal d'écoles vont avoir un concours commun post-CPGE plus un concours post-bac plus 3 parce que les concours, les règles des concours doivent être déposées auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, elles ne font pas forcément ce qu'elles veulent. Bon, même si il faut bien reconnaître que sur AST2, c'est généralement plus souple que sur l'entrée post-CPGE, mais quand même, la nature des épreuves, y compris épreuves sur dossier ou épreuves d'entretien, tout ça, ça doit être déposé au ministère. Donc il faut se renseigner sur la nature des concours. Alors souvent, il y a ce qu'on appelle des banques de concours, c'est-à-dire des écoles se regroupent pour avoir un concours commun
et les jeunes font des vœux à l'intérieur des écoles de ce concours commun. Certaines préfèrent avoir leur concours à elles. Voilà. HEC, par exemple, en général, c'est un concours spécial. Merci. Justement, en parlant de concours, une question est posée sur, le concours, pour les programmes des grandes écoles. Habituellement, ça se fait sur 2 ans. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut le faire sur 1 an? Ou c'est forcément 2 ans? En principe, le circuit, c'est 2 ans. Euh, alors après, il pourrait y avoir par exception, on pourrait vous accepter en deuxième année de classe prépa, mais j'ai quand même quelques doutes sur les classes prépa, sur le nombre de classes prépa qui acceptent des gens qui ne seraient pas passés par la classe prépa de première année. Parce qu'il y a déjà une sélectivité assez forte au niveau des prépas. Mais je voudrais quand même faire un petit détour sur les prépas. Je voudrais rappeler qu'il y a prépa et prépa. C'est-à-dire qu'il y a... Alors tout d'abord, je vais vous dire, les prépas, c'est un système hyper sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, vu le nombre de places mises au concours, sauf à écrire une lettre recommandée au ministère en demandant à n'avoir aucune école, je ne vois pas comment quelqu'un peut se retrouver vraiment sans école. Ou alors, il n'a pas composé. La question, bien sûr, est de savoir laquelle. Quelle école on va obtenir, puisque vous savez bien qu'il y a des classements entre les écoles, et qu'elles n'ont pas toutes le même niveau de classement, le classement étant lié généralement à leur attractivité pour les jeunes, au salaire à la sortie de cette grande école, ou la rapidité du placement sur des emplois de cadre, etc., etc. Et c'est ce qui va faire le classement. Aussi leur application à l'international, leur proposition de carrière, enfin, etc., etc. Alors, évidemment, toutes les prépas ne préparent pas toutes aux mêmes écoles, donc il faut un peu se renseigner. Il faut se renseigner aussi sur le profil attendu, c'est-à-dire si vous visez une école qui tape dans le top classement, dans le top 3, par exemple, hein, top 3, top 4, renseignez-vous sur combien de gens elle a placé l'année précédente au top 4. Mais évidemment, cette prépa-là va être hyper sélective et risque disons, d'avoir un rythme très élevé, très exigeant, et qui pourrait facilement perdre un étudiant un peu plus moyen, mais qui est bon, mais qui n'est pas excellentissime, et tout en étant bon. Alors, il vise simplement une école du 5e, 6e, 7e classement. Et donc là, évidemment, euh, il faut quand même choisir sa prépa pour que finalement le rythme, le niveau qu'on va subir soit adapté aux jeunes. Hein, et puis attention, faites attention sur Parcoursup. Tous les ans, il y a des gens qui vont postuler à, allez, Henri le Grand, j'allais dire, Henri IV, Louis le Grand, Sainte-Geneviève, Stanislas, et qui ont 12 de moyenne. Bon, c'est pas la peine. Et alors, attention, alors si, vous pouvez toujours, mais ne mettez pas que ça comme vœu, parce que c'est sûr que vous allez vous retrouver en sortie de Parcoursup sans rien, et vous allez retrouver en procédure complémentaire. Alors que vous auriez pu très bien postuler peut-être à une autre classe prépa, plus douce, qui va vous préparer, par exemple, à une école d'ingénieur de milieu de classement, mais une école d'ingénieur de milieu de classement, ça vous fait une belle carrière. D'ailleurs, entre nous, une plus belle carrière qu'une école de management de milieu de classement. On a vu d'ailleurs cette année des gens qui boudent un peu les écoles au-delà du 12e, 13e rang. D'ailleurs, on s'est rendu compte cette année qu'il y avait plus de candidats aux grandes écoles, hein, venus de classe prépa, de management, hein, école de management, mais que finalement, des gens qui avaient obtenu simplement la 12e, la 13e, la 14e école, finalement n'y sont pas allés. N'oublions pas que on doit toujours s'interroger, malgré tout, pour ces écoles, c'est quel est le coût et quelle est la valeur ajoutée en carrière.
au-delà d'un certain niveau de classement, une IAE, hein, un institut d'administration des entreprises, va en réalité vous offrir probablement, si vous êtes jusqu'en master, des opportunités de carrière du même niveau, avec de plus en plus de réseaux d'entreprises qui vont faire que finalement, euh, pour un coût bien moindre, vous allez avoir une carrière tout aussi intéressante que la 18e ou 19e du classement où vous aurez payé quand même 15 000 euros par an. Donc, attention, il faut quand même un petit peu regarder. Moi, j'ai rien contre les grandes écoles, au contraire. En plus, j'y suis intervenu un temps. Mais il faut quand même bien mesurer ça, le coût et le retour sur investissement. Il y a un moment où on peut s'interroger sur ce retour sur investissement. Évidemment, il y a les réseaux d'entreprises, etc. C'est important, mais les IAE en ont de plus en plus. D'ailleurs, elles s'appellent maintenant écoles universitaires. Et puis, n'oublions pas non plus une université qui n'en est plus une au sens juridique du terme, qui est Dauphine. Dauphine est devenu un grand établissement public, ce qui lui permet de sélectionner quasiment comme une classe prépa. Et je vous promets qu'avoir un master de Dauphine, ça vaut largement que pas mal de masters de grandes écoles. Alors, ça coûte aussi un peu plus cher qu'une université classique, hein, et c'est très sélectif. Mais voilà, vous voyez, attention, attention. Alors, toujours dans les systèmes de passerelle, il y a une question qui est arrivée. Peut-on passer d'une licence à une école spécialisée en conservant acquis les années de licence? Alors ça va dépendre de l'école spécialisée. Il y a quand même un minimum de prérequis. Je ne sais pas, si vous voulez par exemple aller dans un institut de formation aux soins infirmiers et que vous avez fait une licence de lettres, à mon avis, c'est pas gagné pour rentrer même dans la troisième année d'IFSI, hein, parce qu'il y a quand même tout un contenu d'études pendant 3 ans. Alors il peut y avoir parfois un allègement du parcours, ça se discute, ça se négocie. J'ai vu que certains IFSI éventuellement acceptaient une entrée en L2 pour quelqu'un, donc en deuxième année d'IFSI pour quelqu'un qui avait déjà une licence. Vous voyez, on va revenir en L2 quand même, hein. C'est pas passer direct en M1, hein, qui serait l'infirmière spécialisée, vous savez, les nouveaux pratiques avancées. Non, c'est pas, non, 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 c'est pas, ça, c'est pas le bon chemin. D'accord, merci. On va reprendre le fil de notre présentation. Je sais que vous nous avez préparé un petit focus sur les écoles supérieures pour voir s'y retrouver un petit peu plus, savoir un petit peu celles qui délivrent des titres connus par l'État et les autres. Alors, en effet, comme je vous ai parlé tout à l'heure de bachelor, ben, ça va un peu de pair avec la question des écoles supérieures. Est-ce que toutes les écoles supérieures sont des grandes écoles? Parfois, on a cette impression-là, enfin, à entendre les gens parler au quotidien. En réalité, non. Non. Les grandes écoles, c'est quelque chose de bien particulier parmi ce qu'on appelle les écoles supérieures. Alors, est-ce que c'est la question d'être privé ou public? Non, vous avez des grandes écoles publiques, vous avez des grandes écoles privées. Est-ce que c'est lié à associatif lucratif? Oui et non, parce que, par exemple, l'EM de Lyon, qui est une grande école, fait partie du groupe Galiléo, qui est un groupe à caractère lucratif, puisque il est essentiellement propriété d'un fonds d'investissement canadien, un fonds de pension en fait canadien. Alors, est-ce que le statut d'ESPIG ou non ESPIG, c'est important? Alors oui. Alors là, déjà, là, il faut déjà repérer. Alors, toutes les grandes écoles ne sont pas forcément toutes ESPIG, mais la plupart vont être ESPIG. Que veut dire ESPIG? Donc, quand vous verrez sur Parcoursup l'expression ESPIG, c'est quand même un critère a priori positif. Pourquoi? Parce que ESPIG veut dire euh, école d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu du ministère de l'enseignement supérieur, après évaluation, un statut spécifique, statut d'ESPIG,
statut d'intérêt général. Et généralement, elles sont d'intérêt général parce qu'elles contribuent à deux choses, à l'accueil d'un public en mixité sociale, on leur demande de faire des efforts pour être ouverts socialement, et puis également et surtout parce qu'ils participent à l'effort de recherche de la nation. Donc, c'est dans ce sens qu'elles ont obtenu, toute école n'est pas ESPIG, mais le fait d'être ESPIG déjà est quelque chose d'a priori très positif. Et puis, il y a autre chose de plus important. Pour être une grande école, il faut appartenir à ce qu'on appelle la CGE, la conférence des grandes écoles. Sinon, on est une école supérieure, mais on n'est pas une grande école. Et appartenir à la CGE suppose que l'école délivre un diplôme qui va être lié à ce qu'on appelle programme grande école, vous voyez, qui lui-même va être visé par le ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui a été déposé sur les études qui ont mené à ce diplôme d'établissement, hein, diplôme de l'ESSEC, diplôme d'HEC, diplôme de Schema, diplôme de HEI, diplôme de l'ICAM, diplôme de l'ECAM, diplôme de Polytechnique, de Centrale Lyon, de Centrale Paris, Centrale Supélec, etc., etc. Tout ça, ça a été déposé auprès du ministère, ça a été contrôlé par le HCERS sur place, et il délivre donc un diplôme signé, donc visé, c'est-à-dire signé par le ministère de l'Enseignement supérieur, et qui confère le grade de master, sans E au bout. C'est un des grades du système français officiel de l'enseignement supérieur. Seul le ministère de l'enseignement supérieur est habilité à délivrer le grade de master. Alors, petit bémol, c'est que ces écoles, parfois, tout en étant grande école, tout en ayant un programme PGE, vont vous vendre d'autres produits annexes, tout aussi chers d'ailleurs souvent, qui leur ramènent évidemment un peu d'argent pour assurer le financement de la recherche, etc., mais qui n'ont pas le même niveau de reconnaissance. Des bachelors, des bachelors d'école qui peuvent être visés eux aussi, mais qui ne sont quand même pas dans la logique d'un programme PGE 5 ans, ou des masters dits spécialisés et qui n'ont pas la même valeur, même s'ils peuvent être intéressants, hein, attention, que celui du programme grande école. Après, évidemment, un master de l'ESSEC et un PGE d'une école qui est 15e au classement, oui, d'accord. Même si elle a le grade de master pour la 15e, sur le marché du travail, il y a des chances que le MS de l'ESSEC sera plus apprécié, surtout si c'est au bout du monde. Alors, et les autres, c'est quoi alors? Ben, les autres, elles sont toutes privées. Alors, elles peuvent être associatives ou lucratives. Il y a de plus en plus d'écoles. Apparemment, il y a des gens qui ont pensé que l'espace d'enseignement supérieur était un bon lieu pour aller dégager des dividendes. Donc, il y a eu ces dernières années tout un investissement de grands groupes à caractère privé lucratif, c'est-à-dire donc qui rémunèrent des actionnaires, etc., et qui sont entrés sur le marché d'enseignement supérieur. Alors, ceci étant dit, lucratif ne veut pas dire mauvaise qualité. Ça peut être lucratif et de bonne qualité, comme ça peut être associatif et de qualité médiocre. Donc, il ne suffit pas d'aller regarder si c'est associatif ou lucratif pour savoir si c'est de bonne qualité ou pas. Il faut aller un peu plus loin. Alors, généralement, ces autres écoles ne vont pas délivrer des diplômes proprement dits, mais des diplômes maison, bon, là où l'apprentissage n'est pas possible, ou bien des bachelors et des masters, vous voyez, pas pareil, hein.
basés sur ce qu'on appelle des titres RNCP, c'est-à-dire qu'on vous forme à des niveaux de qualification pour entrer sur le marché du travail. Bon, ceci étant dit, un Master E, basé sur un titre RNCP de niveau 7, peut avoir une très très bonne insertion sur le marché du travail. De toute façon, quand on est niveau 7, c'est-à-dire Bac plus 5, c'est assez rare qu'on souhaite encore continuer. Finalement, c'est moins gênant à ce niveau-là qu'à ce niveau-là, parce que là, on veut généralement continuer, et normalement, si c'est du titre RNCP, c'est un peu plus compliqué. Donc quand même, euh, attention, ne confondons pas quand même Master et Master E, ce n'est pas la même chose, naturellement, et il faut quand même en faire la différence, même si un Master E peut être intéressant, naturellement. Euh, Là aussi, faisons attention, si c'est du RNCP, c'est reconnu par l'État, mais attention, via le ministère du Travail, je vous le disais tout à l'heure, mais pas de CTS, pas de grade. Attention à la fausse monnaie, parce que je connais des écoles qui délivrent des titres RNCP, qu'ils appellent bachelor ou master, et qui prétendent attribuer des CTS. Normalement, s'il n'y a pas de reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur, il n'y a pas de CTS. Mais, évidemment, tout ça demande des contrôles. Alors, vous avez peut-être lu l'APRO, j'ai lu que le nouveau ministre Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur, souhaitait renforcer la question de la transparence au niveau des écoles et justement mieux contrôler la qualité des formations des gens qui forment, voilà, sur ce genre de choses. Parce qu'il y a de très bonnes formations, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis il y en a qui sont quand même beaucoup plus médiocres, et c'est quand même un peu ennuyeux de ne pas savoir d'avance si elle va être bonne ou médiocre. Et donc ça mérite qu'il y ait un contrôle de la qualité de ces formations et des labels liés à ces qualités. Parce qu'il faut que vous sachiez ce que vous choisissez finalement. Alors Eh ben, justement, je vous laisse juste, continuer sur l'apprentissage, à moins du que vous voulez... coup. Non, non, mais vous pouvez me poser une question sur les écoles si vous voulez, mais c'est une Non, mais école du sur coup, les... on va continuer sur l'apprentissage parce qu'on sait que D'accord, c'est une filière de réussite, d'insertion, d'épanouissement tant personnel que professionnel. oui, Et on n'en a pas encore parlé, donc c'est et on y l'occasion, vient, et on y vient. justement. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de cursus qui vont vous être proposés au travers de l'apprentissage. D'abord, il faut savoir que, contrairement à une idée reçue, l'apprentissage, ce n'est pas de la formation continue, c'est de la formation initiale. En fait, la formation initiale a deux formes possibles. La formation initiale plein temps, sous statut qu'on dit étudiant, et la formation alternée à partir de ce qu'on appelle l'apprentissage. À ne pas confondre avec les contrats de professionnalisation qui relèvent, eux, de la formation continue. Donc, c'est de la formation initiale, donc vous ne perdez pas vos droits à rester dans le monde de la formation initiale. Parce que vous savez qu'une fois que vous avez commencé à travailler, théoriquement, vous n'êtes pas censé revenir en formation initiale et vous rentrez dans des formations continues qu'on peut éventuellement vous faire payer. Alors, un point majeur, c'est que l'apprentissage n'est possible que si, au bout du cursus, il y a un diplôme possible, enfin, qu'on prépare bien un diplôme. Alors, je dis possible parce qu'il faut l'obtenir, mais on prépare bien un diplôme ou un titre RNCP. Il s'agit des deux certifications éligibles à l'apprentissage. Alors, effectivement, c'est un accélérateur d'insertion. On observe que les gens qui sont passés par l'apprentissage ont acquis une certaine expérience et lorsqu'ils cherchent un emploi, évidemment, cette expérience est valorisée dans le CV et permet de trouver un emploi plus rapidement. En plus, il y a pas mal d'entreprises qui se servent un peu de l'apprentissage comme une façon d'essayer leurs futurs salariés. Enfin, c'est un essai un peu long, hein, parce qu'une fois qu'elles ont pris un apprenti, elles sont censées le garder jusqu'au diplôme. C'est aussi un facteur de démocratisation des études. Parce que, et ça c'est très important, c'est que l'apprentissage doit être gratuit pour le jeune. Il est hors de question que l'école demande à un jeune en apprentissage de payer une partie de ses études.
dès lors qu'elle est en apprentissage, elle perçoit de l'État ce qu'on appelle une prise en charge contrat, c'est-à-dire une somme forfaitaire par étudiant qui a un contrat d'apprentissage, et elle peut éventuellement demander à l'entreprise un complément pour la formation. Mais en aucun cas, elle ne peut demander ça aux jeunes. A contrario, le jeune va être rémunéré. Alors justement, la rémunération, c'est parfois le mobile un peu premier du jeune qui veut un apprentissage. Et là, il faut être un peu plus méfiant. Parce que, attention, ce n'est pas une sinécure l'apprentissage. Vous préparez bien le même diplôme que ceux qui sont à plein temps, avec en général moins de temps dans l'unité de formation. Alors éventuellement, on peut dire vous vous formez dans l'entreprise, certes, mais pour la préparation du diplôme, une bonne partie des choses se place quand même dans l'établissement de formation. Or, vous y êtes moins longtemps, évidemment, puisque vous êtes en bonne partie en entreprise. Donc, il va falloir savoir concilier tant en entreprise et en formation. Ça veut dire parfois que le samedi et le dimanche, quand on ne travaille pas, il y a peut-être quelques activités liées à la formation en apprentissage qu'il va falloir réaliser, un dossier, des lectures, etc. Oui, ça fait partie des activités personnelles liées à la formation et ça fait partie de tout ça. Donc, il faut quand même s'évaluer avant. C'est-à-dire de dire, est-ce que je suis taillé pour ça? Est-ce que je saurais concilier les deux? Parce qu'on constate aussi aujourd'hui chez les jeunes pas mal de ruptures de contrat, parce qu'ils s'aperçoivent au bout d'un ou deux mois que c'est dur de concilier les deux. Donc, attention, on se retrouve dans une logique de semaine de 35 heures, en partie en centre de formation, en partie en entreprise, ou par des alternances de semaines en entreprise, semaines en formation, mais quand même 35 heures semaine. Et pas de congé scolaire. 5 semaines par an, comme tout salarié. Vous voyez. Donc, ce n'est pas qu'une sinécure. Et puis, il ne faut quand même pas oublier quelque chose. Attention, il ne suffit pas de s'inscrire en apprentissage. Il faut aussi trouver une entreprise. Alors, il y a des domaines où c'est très facile de trouver une entreprise, parce qu'il y a des domaines où il n'y a pas beaucoup de jeunes en formation et énormément d'entreprises qui cherchent des jeunes. Et puis, il y a d'autres domaines où c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire où il y a énormément de jeunes en formation parce que ce sont des formations qui les attirent, et que derrière, les besoins des entreprises ne sont pas aussi importants. On voit bien que certaines formations en communication, etc., un peu paillettes, bon, c'est bien, mais les entreprises n'en recrutent pas tant que ça. Donc, attention quand même. Et puis, je voudrais aussi vous mettre doublement en garde, vous en reparlera peut-être au moment de Parcoursup, sur certaines écoles privées, souvent lucratives ou associatives payantes, et qui vous promettent en janvier la gratuité. D'abord, ils vous promettent de vous dire oui avant Parcoursup, ce qui n'est jamais un bon signe. Donc, ils vous disent en janvier, moi je vous dis en janvier que je vous prends. Oui, très bien. Et en plus, ça sera gratuit puisque c'est en apprentissage. Sauf qu'il y a pas mal d'écoles qui vont inscrire plus de candidats qu'il n'y a de contrat d'apprentissage potentiel. Et que va-t-il se passer? Eh bien, vous savez qu'un jeune a jusqu'en décembre pour trouver son entreprise quand il est en apprentissage. Et là, l'école va dire en décembre, tiens, au fait, vous n'avez pas trouvé d'entreprise, quand même, vous n'êtes pas très doué, là, c'est bête. Ça veut dire que si vous voulez continuer vos études, il va falloir payer. Et en plus, vous savez, vous avez quand même suivi les cours pendant le premier semestre, et donc, les 2 500 € d'avance qu'on vous avait demandé, ils sont perdus. Parce que, finalement, vous n'avez pas trouvé de contrat. Vous savez, certaines écoles, en janvier, vous disent « Ah, je vous prends, pas de problème. » Bon, vous versez 2 500 € tout de suite, pour réserver la place. Alors, évidemment, après, en juin, quand vous avez les retours Parcoursup, vous êtes sur un arbitrage
bah, j'ai d'autres formations sur Parcoursup, mais il y a mes 2500 € dehors. D'abord, vous avez le droit de les récupérer. Ils n'ont pas le droit de ne pas vous les rendre. Mais évidemment, beaucoup de gens ne le savent pas et n'osent pas les demander. Et puis, c'est aussi pour eux, finalement, une garantie, si vous ne trouvez pas d'apprentissage, de récupérer au moins la rémunération du premier semestre. D'ailleurs, si elles étaient si sûres que ça, que vous aurez un contrat d'apprentissage, pourquoi vous demanderait-elle 2500 € alors que normalement, on n'y a pas droit quand on est en apprentissage? Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. On va repasser sur un petit temps de questions. Alors, une question relative aux thématiques environnementales et écologiques. On Oui. sait que c'est des filières de pointe. Pour travailler dans ces domaines, quels sont les établissements, quelles sont les études possibles, puisque c'est un domaine vraiment récent. Qu'est-ce que vous conseilleriez dans ce Alors, domaine? alors, plusieurs choses. Euh, Quand on fait les études, quand on suit les études, notamment de France Stratégie, je ne peux vous inviter à consulter. Euh, on vous mettra le lien avec, enfin, sur le site France 2030, où France Stratégie fait un état des filières en tension à l'horizon 2030, ou au contraire des filières pléthoriques. Euh, alors, première chose, il y a un certain nombre d'emplois qui vont être créés dans les métiers cœur, c'est-à-dire dans les métiers de l'environnement d'un côté et du numérique et de l'intelligence artificielle d'un autre côté. Là, on ne peut que vous conseiller d'aller vers des études en école d'ingénieur dans le champ du numérique sur l'IA, parce qu'en réalité, dans le champ du numérique, c'est quand même à Bac+5 qu'on commence à être réellement opérationnel. Et puis, vous avez, pour tout ce qui va toucher à l'environnement, un certain nombre d'écoles, notamment celles qui sont dans le champ de agronomie, paysage, etc., hein, comme l'ISA de Lille, l'ESA d'Angers, enfin plein d'autres écoles, ou la salle Beauvais, un certain nombre d'écoles qui vont être sur ces champs-là. Il y a aussi des formations complémentaires qui ont été créées. Je sais que, par exemple, Jean-Michel Blanquer a créé une école sur ce champ-là. Alors, maintenant, attention, il y a certes des emplois sur les métiers cœur qui vont être créés, mais en réalité, une bonne partie de ces formations vont être plutôt intégrées à d'autres formations. C'est-à-dire que on va avoir fait une école de management, mais en même temps, on aura suivi des cursus complémentaires de sensibilisation aux questions environnementales ou, par exemple, à la data analyst, à la data analyse. Vous voyez? Et donc, où on est vraiment branché sur ces champs, et donc on ira plutôt pour le champ environnemental, à mon sens, plutôt les écoles qui vont être dans le champ environnemental, donc plutôt les écoles d'agronomie, et de l'autre côté, plutôt les écoles d'ingénieurs. Les jeunes, d'ailleurs, ne vont pas suffisamment aujourd'hui vers les études du champ numérique, hélas. Ça n'attire pas suffisamment. On aimerait qu'ils y aillent un peu plus. On se rend compte que beaucoup de jeunes vont aller chercher. Alors, bon, Sciences Po, oui, certes, dans Sciences Po, il va y avoir parfois du management environnemental, vous voyez. Mais, par exemple, l'IA, etc., eh ben, c'est du dur. Et c'est vrai que les jeunes vont moins facilement vers le dur. C'est pareil, hein, vers l'humanitaire. Les jeunes, aujourd'hui, ont une certaine sensibilité humanitaire. Ils aiment bien les études humanitaires. Sauf que finalement, ils sont peut-être plus utiles s'ils font des études de logistique que s'ils font de la bobologie humanitaire. Donc, attention quand on fait des études. Vous savez, il y a des études qui vous disent on ne connaît pas les 85% des emplois dans 20 ans. C'est assez vrai, mais en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que probablement ce sont les mêmes formations, une bonne partie des professions d'aujourd'hui, alors certaines vont disparaître, hein, mais pas mal de professions d'aujourd'hui vont simplement être
transformés par la double transition environnementale et de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'un enseignant lui-même peut encore, dès aujourd'hui d'ailleurs, travailler comme hier à l'ère de l'intelligence artificielle? Je ne crois pas. Il peut toujours vouloir lutter contre l'intelligence artificielle, mais il luttera comme Don Quichotte vis-à-vis des ailes des moulins. Naturellement, la révolution de l'IA est en marche, il faudra savoir s'en servir. L'IA, c'est pas tout, hein, parce que, comme on l'entend souvent, l'intelligence artificielle, c'est finalement de l'inintelligence artificielle, mais en revanche, c'est un outil très utile qui permet d'accélérer beaucoup de processus, sous réserve qu'on ait quelques points de repère quand même. Merci pour vos propos. Une question, est-ce que vous pourriez reprendre quelle est la différence entre l'apprentissage et l'alternance? Alors, l'alternance se divise en deux types de contrats. Les contrats dits d'apprentissage qui relèvent de la formation initiale et les contrats de professionnalisation qui relèvent de la formation continue, c'est-à-dire ce sont des fonds de formation continue. Les contrats de professionnalisation ne génèrent pas les mêmes exigences, les mêmes contrôles pour la formation elle-même. Elles sont très plus tournées vers la profession, mais on peut préparer un diplôme en contrat de professionnalisation. Alors, il y a moins d'avantages fiscaux, par exemple, et pour l'entreprise et pour la famille du jeune. C'est-à-dire, si un jeune est en apprentissage, c'est pas fiscalisé, sa rémunération n'est pas fiscalisée. S'il est en contrat de pro, c'est fiscalisé. Donc, c'est-à-dire que vous devrez ajouter ses revenus aux vôtres s'il est sous votre foyer fiscal. Ou il devra déclarer dans son foyer fiscal ses revenus d'apprenti, mais vous ne pouvez plus le compter dans votre foyer fiscal. De contrat de pro, pardon. Hein. Mais il y a de moins en moins de contrats de pro, de plus en plus d'apprentissage. En fait, l'idée, c'était de dire il y a trop de fonds de formation continue qui servent à d'autres formations que la formation continue. Parce que les contrats de pro, c'est souvent dans le prolongement des études initiales et non pas une formation qu'on reprend après avoir travaillé. Donc ça posait un peu problème. Les syndicats n'étaient pas d'accord en disant les contrats, la formation de formation continue doit aller à la vraie formation continue. Donc il y a de moins en moins de contrats de pro, de plus en plus de contrats d'apprentissage. Donc l'alternance, ce sont les deux. Ce sont finalement, c'est préparer un diplôme en étant en partie en centre de formation ou établissement de formation et en entreprise. Voilà, j'espère que j'étais Merci clair à ce niveau. beaucoup. Il y a beaucoup de questions sur le chat. Nous vous remercions en tout cas pour l'intérêt pour ce soir. Certaines questions trouveront leur réponse dans le webinaire Parcoursup qui commencera, enfin la série en tout cas de webinaires de Parcoursup qui commencera le 10 décembre. Et je crois que vous nous avez préparé un petit laïus aussi sur Parcoursup. Oui, non, je vais pas. Alors, je vais pas, entre guillemets, comme on dirait au Canada, spoiler l'intervention de M. Teilhard, avec lequel je travaille beaucoup, puisque nos établissements hein, du réseau RENASUP, enseignement catholique, sont sur Parcoursup, soit au titre des terminales, soit au titre des BTS, des classes prépa, des bachelors, etc. etc. Donc, naturellement, nous travaillons énormément en collaboration avec Parcoursup, qui est un outil très intéressant. Et d'ailleurs, méfiez-vous des, des formations qui n'y sont pas. Généralement, Parcoursup, c'est quand même un indicateur de sérieux pour la formation. Parce que, tout d'abord, Parcoursup n'accepte pas certaines formations qui n'ont pas de diplôme à la clé ou de certification à la clé. Elle impose aux formations de fournir des informations concernant l'insertion et les taux de réussite. Hein, parce qu'il y a, par exemple, il y a des BTS faits dans des établissements privés hors contrat avec des taux absolument lamentables. Évidemment, ils ne s'en vendent pas. Mais sur Parcoursup, c'est inscrit automatiquement. Donc, ils sont, même si ce n'est pas que du déclaratif, hein, ça passe par la structure Insert Jeune et par le SIES, c'est-à-dire le service d'information du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, vous avez quand même des informations assez objectives. Et finalement, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était essayer de vous donner des points de repère pour que lorsque vous serez sur Parcoursup ou vos enfants seront sur Parcoursup, eh bien,
ils pourront décoder en disant, tiens, là, c'est SPIG, tiens, là, c'est du RNCP, tiens, là, c'est du diplôme visé. Vous voyez? Voilà, c'était ça l'idée. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Effectivement, ce webinaire, il touche à sa fin, mais l'aventure de votre enfant vers des études supérieures ne fait que commencer. Alors, nous espérons que vous avez pu trouver quand même de nombreuses informations ce soir pour accompagner au mieux votre enfant. Alors, si vous êtes prêt à aller plus loin, l'appel vous propose également cette année 5 autres webinaires autour de l'orientation. Rejoignez-nous donc le 10 décembre pour un webinaire dédié à Parcoursup. Et ce n'est pas tout, on aura la chance de retrouver Monsieur Petit, qui nous fait Chance. l'honneur de revenir présenter l'offre de l'enseignement catholique dans l'enseignement supérieur le 21 janvier 2025. En attendant, je tiens à dire un grand merci à l'ensemble de l'équipe de l'Appel national, tant les élus que les salariés, pour avoir rendu ce moment possible. Un grand merci aussi à Monsieur Petit pour sa disponibilité et le travail qu'il nous a fourni et que nous pourrons vous transmettre suite à... Enfin, vous trouverez avec le replay de cette soirée. Et je vous souhaite à chacun une belle et agréable soirée et à très bientôt.